Bonjour à tous. J'espère que le panel Enjeux tactiques pour des collaborations numériques innovantes réussies vous aura permis d'en apprendre plus sur les enjeux et les opportunités de la recherche collaborative. C'est à présent l'heure de notre présentation Créer des indicateurs de polypharmacie avec l'intelligence artificielle, un exemple des défis et des avantages d'un projet interdisciplinaire. Je m'appelle Barbara Decel et je suis la conseillère à la recherche en santé chez Ivado. Je serai la modératrice de cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots. Comme les présentations s'enchaînent rapidement, nous veillons à respecter le temps de chaque conférencier. Je serai donc la maîtresse du temps et je vous indiquerai lorsqu'il reste 2 minutes ou si c'est le moment de poser la dernière question. Concernant les questions, je vous invite à utiliser l'onglet Questions dans la boîte de dialogue sur le côté droit de votre écran en tout temps lors de la présentation. Il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme, c'est donc moi qui poserai la question à notre conférencière. Finalement, les présentations sont enregistrées, ce qui vous permettra de suivre celles auxquelles vous n'avez pas pu assister. Laissez-moi maintenant vous présenter notre conférencière, Caroline Sirois. Caroline Sirois est pharmacienne et pharmacoépidémiologiste. Elle est professeure à la faculté de la pharmacie de l'Université Laval. Elle est également membre de plusieurs centres de recherche, dont le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, VITAM. Centre de recherche aussi en santé durable, le centre de recherche du CHU de Québec Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé, et le centre de recherche sur les données massives de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur la polypharmacie, la déprescription et l'usage approprié de médicaments chez les personnes âgées. Caroline, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment très plaisir de vous parler de notre projet de création d'indicateurs de polypharmacie avec l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter un petit peu les défis, les avantages d'un projet là, qui est vraiment résolument interdisciplinaire. D'abord, au niveau des conflits d'intérêts, je n'en ai pas à rapporter. C'est un projet qui est financé par une subvention du programme de projet de recherche concerté sur la santé, donc autant des CRSC que le CRSNG. Et c'est aussi un projet que l'on mène en partenariat avec l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, qui est vraiment notre partenaire majeur. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est un peu en fait de vous résumer la démarche de conception de notre projet IA Polypharmacie. C'est un projet là, qui est vraiment assez balbutiement, puis avec la COVID, on a eu des délais aussi là, pour la mise en œuvre. Mais déjà, dans la conception, vous allez voir comment l'interrelation là, entre toutes les disciplines est importante. Et je vais pouvoir vous faire part déjà des enjeux, des défis, puis des opportunités qui sont propres à ce programme de recherche vraiment multidisciplinaire, même si, encore une fois, on n'est pas encore rendu à notre apogée et déjà, il y a plusieurs éléments très intéressants. Donc, d'abord, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Donc, je vous disais que notre partenaire, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. Et l'INSPQ a plusieurs mandats, dont celui de faire la surveillance des maladies chroniques au Québec. Et pour ce faire, l'INSPQ a développé un système intégré de surveillance des maladies chroniques et c'est le SISMAC, donc, que l'on va utiliser dans notre étude. Le mandat principal donc, est de faire la surveillance des maladies chroniques, donc maladies par exemple comme le diabète, les maladies cardiaques, la maladie pulmonaire obstructive chronique, etc. Mais l'INSPQ a aussi pensé à faire une surveillance du fardeau global, donc multimorbidité, mais également polypharmacie, donc multimorbidité avec plusieurs maladies chroniques, et la polypharmacie qui découle un petit peu du fait que les gens ont plusieurs maladies chroniques que l'on traite avec des médicaments. Donc, polypharmacie qui est l'usage simultané de plusieurs médicaments chez une même personne. Donc, souvent, le propre des gens qui ont plusieurs maladies chroniques. Donc, si on se retourne sur le SISMAC, donc c'est notre grande banque de données qui est faite à partir de données médico-administratives. Donc, les données de facturation que l'on retrouve dans lorsqu'il y a la provision de services médicaux. Grâce à l'identifiant unique que l'on a au Québec, donc le numéro d'assurance maladie, on est capable de faire un lien entre les différentes banques. Donc, on est capable d'avoir un portrait de l'utilisation des services médicaux de chaque individu au Québec. Donc, on a les données de la FIPA, donc le fichier d'inscription des personnes, donc qui nous permet de savoir si la personne est bel et bien assurée à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Également, à
l'assurance médicaments publics. Ça nous donne des données sociodémographiques également et certaines informations de l'INSPQ, par exemple, les indices de défavorisation matérielle et sociale et un indice de comorbidité, donc pour nous donner une idée du fardeau des maladies chroniques de la personne. On a aussi accès aux informations d'hospitalisation dans le fichier médicaux et dans les services médicaux, donc dans le fond, les facturations effectuées par les médecins lorsqu'ils effectuent une consultation, par exemple en cabinet privé. Dans ces données-là, on a notamment des codes diagnostiques qui sont codés avec la classification internationale des maladies. Donc, on peut avoir plusieurs diagnostics, jusqu'à 25 diagnostics dans les fichiers d'hospitalisation et un diagnostic dans les fichiers médicaux. Donc, évidemment, à chaque fois qu'une personne consulte, on va avoir les informations sur ces données de consultation. On a également les décès qui sont disponibles dans le fichier des décès. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, donc les médicaments. Donc, on a les informations sur les réclamations de médicaments qui sont assurées via l'assurance médicaments publics du Québec. Donc, pour les personnes de 65 ans et plus, on a des données qui sont populationnelles puisqu'on a 90% de la population qui est assurée avec le régime public d'assurance médicaments. Donc, on va avoir les données de réclamation à chaque fois qu'une personne se rend à la pharmacie pour avoir un nouveau médicament ou un renouvellement de médicament. Donc, on va avoir ces informations sur le médicament qui a été donné, sur la quantité, sur la durée de traitement, etc. Donc, avec ces informations-là dans le SISMAC, on a vraiment une très grande quantité d'informations. Donc, on a les services médicaux pour toute la population et les médicaments, notamment là, pour nos 65 ans et plus. Donc, on a l'opportunité d'avoir un portrait vraiment très complet. Donc, ça nous permet d'aller regarder, comme on le mentionnait tout à l'heure, donc la polypharmacie pour en faire justement la surveillance. Et pourquoi on s'intéresse à la polypharmacie? Donc, je vous parlais, donc les maladies chroniques favorisent l'usage de médicaments. Bien, en fait, ça favorise beaucoup l'usage de médicaments, particulièrement chez nos aînés, donc de 65 ans et plus. Donc, ce que vous voyez sur le graphique, c'est l'utilisation de médicaments dans une année pour chacune des personnes qui sont assurées avec le régime public d'assurance médicaments. Ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est que le nombre moyen de médicaments qui sont utilisés par année est vraiment assez élevé. Là, on passe de 6,8 en 2000 à 8,7 en 2016. Donc, c'est le nombre de médicaments prescrits différents utilisés par une personne. Pas nécessairement tous en même temps, mais ça nous donne une idée, donc, dans une année, de la complexité du régime pharmacologique là, qui est présent. En histogramme, vous avez les proportions de personnes qui répondent aux différentes définitions de polypharmacie, donc usage d'au moins 5, 10 ou 15 médicaments par année. Encore une fois, une très grande proportion de nos aînés québécois utilisent beaucoup de médicaments, 72% en utilisent au moins 5 différents dans l'année. Encore une fois, pas nécessairement en même temps, mais donc ça nous signale qu'il y a quand même une consommation importante. Et en fait, on est un petit peu, on trouve ça un peu problématique parce que la polypharmacie, on sait que c'est associé à plein d'effets indésirables. D'abord, plus on augmente le nombre de médicaments, plus on augmente le risque d'effets indésirables, plus on augmente aussi le risque d'interaction médicamenteuse, donc des médicaments qui ne vont pas nécessairement bien ensemble. Paradoxalement aussi, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui utilisent plein de médicaments sont plus à risque de sous-utiliser des médicaments qui devraient être utilisés, qui sont appropriés. Et en fait, la corollaire négative, c'est que plus il y a de médicaments, plus on a de risques d'utiliser des médicaments dont les risques sont supérieurs aux bénéfices. On remarque aussi des cascades médicamenteuses, c'est-à-dire que des effets secondaires de médicaments ne sont pas bien détectés on traite ces effets secondaires-là comme si c'était une nouvelle manifestation d'une maladie, un nouveau symptôme. Donc, on va rajouter des médicaments. Donc, vous pouvez voir là ça peut déboucher sur l'utilisation de plein de médicaments. Contexte santé en tant que tel, donc on sait que la polypharmacie va être associée avec des risques accrus d'hospitalisation, de visite à l'urgence. Chez nos personnes âgées, ça augmente la fragilité, les risques de chute, la mortalité en tant que telle et évidemment, c'est associé à des coûts importants, autant pour l'individu que pour la société en général. Par contre, vous allez peut-être me dire, mais les personnes âgées vieillissent, ils ont plus de chances d'avoir des maladies chroniques, d'accumuler des maladies chroniques, puis on traite les maladies chroniques avec des médicaments. Donc,
la polypharmacie, parfois, ça pourrait avoir du bon, et vous avez raison. Donc, la polypharmacie peut être totalement appropriée lorsqu'on traite adéquatement des maladies chroniques. La difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de bien discerner ce qui distingue une polypharmacie appropriée et une polypharmacie inappropriée. Mais quelles sont les combinaisons de médicaments, des séquences de traitements qui sont associées aux meilleurs résultats de santé? Donc, c'est le but de notre étude, de se dire, on va utiliser l'intelligence artificielle qui est capable justement d'aller regarder cette complexité de traitement pour départager la qualité des polypharmacies. Et ensuite, on veut faire des indicateurs de polypharmacie, donc qui vont être utiles en santé publique. Donc, comme je vous disais, à l'INSPQ, on fait la surveillance de la polypharmacie, mais aussi pour les cliniciens, dans le fond, pour avoir des espèces de signaux d'alarme pour dire, c'est un nombre trop élevé de médicaments, par exemple, il faudrait qu'on priorise certains traitements. Et comme on veut utiliser donc l'intelligence artificielle dans des données de santé qui sont hautement sensibles, on veut s'assurer d'avoir une utilisation éthique et socialement acceptable des données. Donc, on a vraiment une portion éthique importante. Donc, pour faire ça, on s'est entouré vraiment d'une équipe chevronnée avec des acteurs de toutes les disciplines. Donc, outre moi-même, il y a Richard Coury, Audrey Durand comme chercheurs principaux, 12 co-chercheurs de l'Université Laval de toutes les disciplines, donc autant en intelligence artificielle en santé qu'en éthique et en droit. On a des collaborateurs, évidemment, des co-chercheurs à l'INSPQ, puisque c'est vraiment notre partenaire de premier plan. Et on a donc des collaborateurs cliniques, on a une professionnelle de recherche, coordonnatrice de recherche et une belle équipe d'étudiants de tous les domaines pour réaliser donc ce beau projet. Donc, notre projet se divise en 3 grands axes que je vous présente rapidement. Donc, notre premier axe, c'est l'axe intelligence artificielle, dont le rôle va être vraiment de définir, détecter la polypharmacie dans les banques de données pour identifier nos combinaisons de médicaments qui sont associés avec des résultats santé spécifiques, par exemple, hospitalisation, mortalité, qui sont nos 2 grands événements de santé qu'on va cibler au départ. L'axe santé, dont je fais partie, va s'occuper de développer des indicateurs de polypharmacie pour l'utilisation en santé publique et pour les cliniciens. Et le 3e axe, le droit et éthique, va explorer tous les aspects éthiques d'acceptabilité sociale liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans le développement de nos indicateurs de polypharmacie. Et là, vraiment, avec ce schéma, vous pouvez voir graphiquement comment tous les axes sont complètement interreliés. Aucun axe n'est indépendant, ne peut travailler par lui-même. Et c'est la même chose avec l'INSPQ, qui est notre partenaire. Donc, l'INSPQ est notre fournisseur des données, le SISMAC, donc pour lequel on va vouloir développer les indicateurs de surveillance. Et donc, l'axe 1 s'occupe du forage des données, transfère les informations ensuite à l'axe 3 qui agit comme notre comité d'éthique un peu personnel pour s'assurer que tous les attributs, les croisements qui sont identifiés par l'axe 1 respectent les éléments éthiques. Donc, avec cette validation éthique-là, l'axe 1 ensuite partage les informations avec l'axe 2, donc en santé. Et là, en fait, l'axe 2, notre rôle va être de rendre cette information-là concrètement, de développer des indicateurs qui vont être capables de rendre compte des risques potentiels de la polypharmacie. Donc, on va rendre cette information-là un peu plus facile à utiliser. Et donc, dans le développement des indicateurs, on va aussi être en relation avec l'axe 3 qui va nous s'assurer que les indicateurs qui sont développés sont socialement, éthiquement acceptables aussi, par exemple, qu'on ne marginalise pas une portion de la population. Et donc, il y a des interrelations comme ça tout au long du projet pour s'assurer que chacun des axes développe des éléments qui sont cohérents avec les activités des autres axes. Et enfin, donc, quand les indicateurs auront été développés, donc ils vont pouvoir être déposés à l'INSPQ pour faire la surveillance de la polypharmacie en tant que telle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un gros projet qui implique beaucoup de disciplines, beaucoup de gens, et donc ça entraîne des enjeux, des défis et aussi des extraordinaires opportunités. Encore une fois, c'est un projet qui débute, donc on n'a pas encore tout le portrait, mais déjà, il y a des choses qui se dégagent.
Premièrement, un langage commun qui est apparu déjà dès la conception. On s'est rendu compte qu'il y a certains termes, par exemple, que l'on va utiliser dans des disciplines qui n'ont pas nécessairement le même sens dans d'autres disciplines. L'exemple le plus probant était le mot biais, où est-ce qu'en épidémiologie, par exemple, ça veut dire quelque chose. En statistique, c'est un peu différent. En intelligence artificielle, c'est différent. Puis en droit aussi, ça peut être différent. Donc, on doit développer un langage commun pour être certain que l'on parle de la même chose avec les mêmes termes. Autre élément très important, donc on utilise des données de l'INSPQ, des données qui sont pour la surveillance et il y a beaucoup de règles d'utilisation pour l'utilisation donc du SISMAC. Et notamment, on doit regarder les données en présence directement sur le site. On ne peut pas travailler à distance. Donc, ça cause certains enjeux. Par exemple, lorsqu'on a des étudiants étrangers, donc il faut absolument qu'ils se déplacent sur place. Donc, on ne peut pas travailler avec des VPN, par exemple. Donc, ça, c'est des enjeux aussi avec notre partenaire. Il faut se rappeler aussi qu'on est dans un contexte de surveillance. Les données du SISMAC, c'est pour la surveillance. Donc, toutes nos activités doivent être arrimées vers ça. Donc, parfois, il faut y repenser là, lorsqu'on est trop dans une perspective recherche. Je disais aussi, donc chacun des axes sont très interdépendants, donc on doit toujours s'assurer que le travail que l'on fait dans un axe va être cohérent avec les travaux qui sont faits dans les autres axes. Donc ça pose des enjeux aussi particuliers. Par contre, ça nous permet de développer vraiment des connaissances extraordinaires, d'améliorer en fait nos techniques dans chacune des disciplines. Et pour les étudiants, ça permet d'avoir une formation vraiment hybride qui permet encore une fois, d'avoir des connaissances de diverses disciplines. Donc, les étudiants même vont aller prendre des cours dans différentes disciplines pour perfectionner ces éléments-là. Et évidemment, ça nous amène à penser à plein de nouveaux projets. Donc, c'est très, très, très enrichissant. Bref, un projet qui va nous permettre de mieux comprendre la polypharmacie, de faire des indicateurs de polypharmacie en surveillance qui pourront éventuellement contribuer à un meilleur usage des médicaments. Et donc, un projet très interdisciplinaire où chaque acteur est essentiel pour la réussite et qui fait en sorte qu'on développe vraiment des connaissances hybrides en santé, en intelligence artificielle, en éthique. Donc, très, très, très intéressantes. Voilà, ça fait le tour de la présentation du projet. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je vous invite à présent à poser vos questions dans la boîte de dialogue. En attendant qu'elles arrivent, j'aurai une petite question à poser à Caroline. Donc, si je comprends bien, en fait, le fait de travailler de façon multidisciplinaire, ça permet aussi aux étudiants de ne pas juste avoir la vision. Souvent en recherche fondamentale, on va aller très très loin et de façon très pointue dans son sujet. Et du coup, des fois, on oublie peut-être de prendre la hauteur ou d'avoir des connaissances sur des sujets connexes qui sont pourtant importants pour ce sujet. Et là, ce serait un des avantages de la recherche multidisciplinaire. Absolument. Puis de plus en plus, en recherche, on demande à ce que ça soit interdisciplinaire, à ce qu'on partage les connaissances en différentes disciplines. Puis c'est un projet extraordinaire pour ça. En fait, j'aime dire que les étudiants sont un peu bilingues parce que justement, ils sont capables de comprendre les enjeux de différentes disciplines. Encore une fois, on parlait des termes qui sont communs ou pas d'entre certaines disciplines. Et on se rend compte que parfois, en échangeant, il y a des termes ou il y a des façons de faire qui sont similaires à ce que l'on fait dans une autre discipline, mais on le sait juste pas parce qu'on n'utilise pas des termes différents, similaires. Donc, quand on commence à comprendre, puis on dit, mais finalement, OK, mais c'est ce qu'on fait, puis ben oui, OK, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce que on est capable à ce moment-là de vraiment juxtaposer la connaissance, le savoir. Puis, en fait, avec ces formations doubles-là, ça va être possible de pousser plus loin parce que justement, on est capable de voir qu'est-ce qui se fait dans un domaine, puis de l'arrimer avec ce qui se fait dans l'autre domaine. Donc, oui, c'est vraiment une belle formation qui va permettre aux étudiants d'avoir une double vision, puis de l'ancrer dans des réalités qui ne sont pas uniques, mais pluridisciplinaires.
Est-ce que vous pensez que ces compétences que vos étudiants développent vont être nécessaires finalement à la relève scientifique dans les prochaines années? Je pense que oui. De plus en plus, ça va être difficile de faire des choses dans une voie unique. Donc, ça va être une une corde à un arc qui va être très, très, très importante. Alors, je vais me permettre de poser encore, 1 ou 2 petites questions, si vous me le permettez. J'avais des questions au sujet de l'intégration de l'axe, en éthique. Donc, à quel point ça a été difficile finalement de trouver des gens, en éthique? Parce que c'est même si en santé régulièrement on doit par exemple soumettre ses projets à des comités d'éthique, un travailler avec avec une équipe de recherche, c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent. Je me demandais à quel point ça avait été difficile de trouver des collaborateurs. On est très, très, très chanceux. En fait, on a des collaborateurs qui ont déjà de l'expérience en intelligence artificielle, donc on a été vraiment très, très chanceux. Puis, j'en profite parce que avoir les gens en éthique avec nous, c'est tellement formateur. Puis, en fait, ils sont toujours là dans nos réunions, même si c'est des réunions qui sont un peu plus techniques. Les gens en éthique sont toujours là. Donc, ça leur permet d'avoir une vision vraiment du projet. Puis, en fait, il ressort souvent des questions éthiques, puis parfois on s'en rend peut-être même pas nécessairement compte comme chercheur, mais donc d'avoir cette vision éthique-là, ça nous aide aussi vraiment à cheminer. Puis, à l'INSPQ, en fait, on est dans les premières équipes là, qui utilisent le SysMac pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, on veut vraiment établir des bases, une façon de faire pour l'utilisation de ces merveilleuses données-là pour être sûr que donc tous les projets qui vont être faits par la suite vont avoir ces bases-là. Donc, on est vraiment comme un peu des précurseurs. Donc, c'est extraordinaire la quantité de réflexion qu'on peut avoir sur comment on doit bien utiliser les données. On a plein de données, on veut les utiliser de façon parcimonieuse, donc seulement les données dont on a besoin. Donc, on est dans un cadre d'intelligence artificielle, on voudrait avoir toutes les données. Donc, ça nous fait des belles réflexions là, sur comment est-ce qu'on doit traiter de façon appropriée les données. Donc, des enjeux qui, je pense, qui vont devenir de plus en plus présents. Donc, c'est bon qu'on soit déjà là à mettre les bases là, dès le départ. Donc, on les apprécie beaucoup, nos gens d'éthique. Merci Caroline. Une dernière petite question peut-être avant de se quitter. Si vous deviez donner un conseil, aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, sur comment bien réussir, des collaborations multidisciplinaires, quel serait ce conseil? En fait, je pense que justement, l'exemple avec l'éthique est bon. C'est que parfois, on pense qu'il y a des éléments qui doivent être faits juste entre nous, mais il faut vraiment élargir tout de suite les rencontres, le brainstorming et tout ça avec tous les acteurs parce que ça aide vraiment à la cohésion. Donc, c'est déjà dès le départ, de toujours travailler ensemble, puis de poursuivre dans ces voies-là, je crois que c'est la façon la plus efficace de faire pour que tout soit harmonieux. Merci Caroline. Donc si je retiens bien, c'est d'intégrer tout de suite, les partenaires et les collaborateurs pour que la collaboration se passe pour le mieux. Tout à fait. Merci. Merci encore et puis, je vous donne rendez-vous, pour la prochaine, rencontre, donc la prochaine présentation qui sera le centre Axel, accélérateur d'innovation technologique en santé mentale. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.